Nina Romashova n'avait jamais considéré qu'elle était une personne vindicative. 42 ans de vie lui avaient appris la sérénité, le pragmatisme et l'art de prévoir les situations plusieurs étapes à l'avance. Ces qualités en faisaient une adjointe indispensable au directeur d'une des plus grandes entreprises informatiques de France, Horizon Numérique. 15 années de travail impeccable, des dizaines de projets réussis, une réputation de femme de fer capable de résoudre n'importe quel problème technique ou organisationnel. Tout cela était sa vie. Ce soir-là, en mai, Nina était restée tard au bureau. La présentation d'un nouveau produit logiciel destiné au secteur bancaire devait avoir lieu dans une semaine, et chaque détail nécessitait son attention. Le projet coûtait à l'entreprise 20 millions d'euros, et la moindre erreur pouvait se transformer en catastrophe. Elle avait passé presque 14 heures au bureau, et lorsque les aiguilles de l'horloge murale indiquèrent 18 heures, Nina décida enfin de rentrer chez elle. Elle rassembla ses documents dans son porte-documents, éteignit la lumière de son bureau et se dirigea vers l'ascenseur. Déjà dans sa voiture, assise derrière le volant de sa berline argentée, elle tendit la main pour prendre son téléphone afin d'appeler sa fille. Katia s'inquiétait généralement lorsque sa mère restait tard au travail. Les poches de sa veste étaient vides. Son sac ne contenait pas non plus son gadget habituel. Nina fronça les sourcils, se remémorant où elle aurait pu laisser son téléphone. Le bureau de Victor surgit soudainement dans sa mémoire. Dans la journée, elle était passée voir le directeur général, Victor Bérésine, pour discuter des détails de la présentation à venir. Elle avait posé son téléphone sur le bord de son imposant bureau en chêne massif, absorbé par la conversation, n'avait pris que sa tablette. Nina retourna dans le bâtiment. Le gardien, un homme jovial proche de la retraite, la regarda avec surprise. « Nina, vous avez oublié quelque chose ? » ?»« Mon téléphone, Sébastien. Je l'ai laissé dans le bureau de Victor. » Elle expliqua en passant le tourniquet. « Il n'est pas encore parti. » »« La lumière est allumée, » acquiesça le gardien. « Il doit aussi être resté tard. » Nina monta au 7e étage. Effectivement, une lueur filtrait sous la porte du bureau du directeur général. Elle tendit déjà la main vers la porte lorsqu'elle entendit des voix. Victor parlait avec quelqu'un, et la voix de son interlocutrice lui était immédiatement familière. Alia Rosanova, l'assistante personnelle du directeur. « Oui, c'est bien ça, » disait Victor, et dans sa voix se faisait entendre une excitation à peine contenue. Mais son nom et sa signature sur tous les documents. Dans une semaine, nous serons milliardaires, et cet idiot ira en prison. Le rire était perçant, triomphant, presque hystérique. Victor, tu es un génie, souffla Alia entre deux éclats de rire. Qui aurait cru que cette prétentieuse Romashova serait si naïve ? 15 ans de carrière, et nous allons tout détruire en un mois. Elle a accès à tous les documents financiers du projet, poursuivait Victor, marchant dans son bureau. Sa signature électronique est sur tous les ordres de paiement. Quand les auditeurs découvriront que l'argent a été détourné vers des comptes fictifs, toutes les preuves pointeront vers elle, et nous serons déjà loin, murmura Alia. La Suisse nous accueillera à bras ouverts. Imagine, Victor, nous pourrons acheter une villa au bord du lac. Ne te précipite pas à dépenser de l'argent que nous n'avons pas encore, l'interrompit Victor. Mais sa voix trahissait une victoire. D'abord, il faut tout bien préparer. Es-tu sûr que les documents semblent crédibles ? Absolument. J'ai vérifié chaque virgule. Sa signature, ses pouvoirs, sa correspondance avec les sous-traitants. Quand le conseil d'administration verra cela, ils n'auront plus de doute. Parfait. Donc, jeudi, après la présentation, nous tiendrons une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Nous annoncerons le détournement, montrerons les preuves, et appellerons la police. Dans la soirée, Romashova sera menottée, et dans un mois, elle sera derrière les barreaux. Et dans 2 mois,
Nous nous dorrons au soleil de la Suisse, sirotant du vin cher. Alia éclata de rire à nouveau. Nina était figée devant la porte. Son cœur battait la chamade. Un bourdonnement résonnait dans ses oreilles. Elle s'appuya contre le mur, essayant de reprendre ses esprits. 128 millions. Faux documents. Accusation de détournement. Prison. Pour la première fois depuis des années, Nina ressentit une véritable peur. Pas celle qui surgit avant une présentation importante ou des négociations difficiles. C'était une terreur glaciale, paralysante, née de la prise de conscience que sa vie, sa carrière, sa réputation, tout cela tenait à un fil. Elle s'imagina dans le tribunal, en tenue de prisonnière, et vit le visage de Katia lorsqu'elle apprendrait que sa mère était accusée d'un crime. Mais cette peur ne dura que quelques secondes. Ensuite, quelque chose d'autre s'éveilla en elle. Une colère froide, mêlée d'adrénaline. Elle n'avait pas passé 15 ans dans le secteur technologique pour rien, ni résolu des problèmes stratégiques complexes sans raison. Son esprit était entraîné à trouver des solutions à toutes les situations, à analyser des données, à élaborer des stratégies complexes. Nina s'éloigna lentement de la porte, se retourna et se dirigea silencieusement vers l'ascenseur. Ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible. « Je vais vous préparer une vie de rêve », murmura-t-elle si doucement que ses mots se perdirent dans le couloir vide. Elle pourrait récupérer son téléphone demain ou après-demain. À présent, Nina avait une tâche bien plus importante à accomplir que de retrouver son gadget. Une tâche qui nécessitait toutes ses ressources intellectuelles, toute son expérience, toute sa détermination. Dans sa voiture, Nina resta immobile quelques minutes, regardant les fenêtres illuminées du bâtiment de bureau. Dans son esprit, une image commençait à se dessiner. Victor Bérésine, 48 ans, directeur général depuis 5 ans. Ambitieux, avide, mais suffisamment prudent. Il était arrivé dans l'entreprise après le départ à la retraite de l'ancien directeur. Les 3 premières années, il avait bien travaillé. L'entreprise avait prospéré, les bénéfices avaient augmenté. Mais ces 2 dernières années, Nina avait remarqué des anomalies. Des sous-traitants excessivement coûteux, des services de conseil obscurs, des budgets de projets gonflés. Alia Rosanova, 32 ans, travaillait dans l'entreprise depuis 3 ans, et depuis 1 an et demi, elle était l'assistante personnelle du directeur. Belle, rusée, sans scrupules. Nina se souvint comment Alia avait été embauchée grâce à des relations avec Victor, sans concours, directement à un bon poste. Dès le début, il était clair qu'il y avait quelque chose entre eux. Ils restaient trop souvent ensemble, avaient trop de conversations personnelles, trop de voyages communs à des conférences. Nina démarra sa voiture et sortit lentement du parking. Demain, le jeu commencerait. Un jeu dans lequel elle ne pouvait se permettre de perdre. Les enjeux étaient trop élevés, sa liberté, l'avenir de sa fille. Tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant 15 ans. À la maison, seule Katia l'attendait. Leur appartement, où chaque objet rappelait le passé, le temps où une famille vivait ici. Des photos accrochées au mur, où elle et son ex-mari, Édouard, souriaient à la caméra, tenant dans leurs bras la petite Katia. Une étagère où se trouvaient encore les livres préférés de son ancien mari. Un fauteuil près de la fenêtre, où il aimait lire le soir. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur divorce, mais parfois, Nina ressentait encore une douleur aiguë à cette perte. Ils n'avaient pas pu maintenir leur mariage. Trop de travail, trop peu de temps l'un pour l'autre, trop de fierté et d'incapacité à faire des compromis. Édouard était parti le premier, fatigué de voir sa femme consacrer tout son temps à sa carrière. Elle ne l'avait pas retenu, pensant qu'elle pourrait s'en sortir seule. Le lendemain matin, Nina se réveilla à 6 heures, bien que son réveil soit réglé sur 7 heures. Son sommeil avait été troublé, rempli d'images fragmentées, des documents avec sa signature, des barreaux de prison,
le visage triomphant de Victor. Mais en se réveillant, elle se sentait étonnamment alerte et concentrée. Son esprit travaillait déjà, élaborant une stratégie. Katia dormait encore. Sa fille de 17 ans était en terminale, et il restait presque 1 heure avant le début des cours. Nina prépara le petit déjeuner, se fit un café fort et s'assit devant son ordinateur portable. La première chose à faire était de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Elle ouvrit le réseau d'entreprises sécurisées et commença à examiner les documents du projet Phoenix. C'était le nom de leur nouveau produit logiciel pour le secteur bancaire. 20 millions d'euros d'investissement. 8 grandes banques avaient déjà manifesté leur intérêt pour l'achat d'une licence. Le succès du projet pouvait rapporter à l'entreprise plusieurs centaines de millions. Nina parcourut attentivement les ordres de paiement, les contrats avec les sous-traitants, les rapports sur l'utilisation des fonds. Sa signature électronique figurait effectivement sur tous les documents. Cela faisait partie de ses fonctions en tant qu'adjointe au directeur supervisant le projet. Mais ce qui était étrange, c'était que 3 ordres de paiement, datés du mois précédent, ne lui disaient rien. 127 800 000 euros destinés à une société nommée Technogro Solutions. Nina fronça les sourcils. Ce sous-traitant ne figurait pas sur la liste des exécutants du projet. Elle ouvrit les détails du paiement. Objet, paiement pour le développement d'un module de sécurité. Bénéficiaire, une société enregistrée depuis 3 mois. Voilà. Voilà ce qu'elle avait entendu la veille au soir. Victor et Alia avaient créé une société fictive, avaient effectué des paiements à travers elle, et tous les documents étaient rédigés comme si la décision venait de Nina. Sa signature électronique, ses pouvoirs, son accès aux finances. Intelligent, murmura-t-elle. Vraiment intelligent, mais pas parfait. Elle commença à fouiller dans les détails. Les dates des paiements correspondaient tout au jour où elle était au bureau, mais à des heures précises. Nina ouvrit son calendrier de travail. Le premier paiement avait eu lieu le 15 avril à 14h30. À ce moment-là, elle était en réunion avec des clients à l'autre bout de la ville. Il y avait des témoins. Le deuxième paiement, le 22 avril, à 16h45, elle animait une formation pour de nouveaux employés. Encore une fois, il y avait des confirmations. Le troisième paiement, le 3 mai à 11h20. À ce moment-là, elle était à une conférence dans une autre ville. Il y avait des billets, une inscription à l'événement. C'était la première piste. Quelqu'un avait utilisé sa signature électronique alors qu'elle ne pouvait pas physiquement être devant son ordinateur de travail. Katia sortit de sa chambre, les cheveux en bataille, en bâillant et en souriant. « Maman, pourquoi es-tu déjà debout ?» La jeune fille s'étira. « Tu devrais être en congé aujourd'hui, tu l'avais promis. »« Du travail, ma chérie. Le projet est en péril. » Nina ferma son ordinateur portable. « Désolée, mais je dois vraiment régler des affaires importantes. »« Encore ton phénix. » Katia se versa du jus et s'assit en face de sa mère. « Maman, tu ne dors pas bien ? Tu as des cernes sous les yeux, et tu sembles tendue ces derniers temps. Peut-être devrais-tu prendre des congés ? Dans 1 semaine, il y a la présentation, puis je pourrai me reposer. » Nina se leva et prit sa fille dans ses bras. « Tiens bon encore un peu. »« D'accord. Ensuite, nous aurons tout l'été. »« D'accord. Écoute, papa a appelé hier, il m'invite à passer le week-end chez lui à Lyon. Ça te va ? » Nina se tendit. Édouard, son ex-mari, père de Katia, était un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs petites entreprises, mais après leur divorce, il avait déménagé à Lyon, et ils se voyaient rarement. 3 ou 4 fois par an, lorsqu'il venait chercher Katia pour les vacances ou le week-end. Bien sûr, acquiesça Nina. Transmets-lui mes salutations et dis-lui que je suis reconnaissante qu'il reste en contact avec toi. Maman,
Pourquoi vous êtes-vous séparée avec papa? Demanda soudainement Katia. J'ai souvent voulu demander, mais j'avais peur. Vous vous aimiez. Nina s'assit à nouveau à la table, regardant pensivement sa fille. Nous nous aimions? Je pense qu'au fond de nous, nous nous aimons encore. Mais l'amour ne suffit pas, Katia. Il faut aussi savoir être ensemble, s'écouter, trouver des compromis. Nous n'avons pas pu le faire. J'ai trop travaillé. Lui, il demandait trop d'attention. Nous avons commencé à nous disputer, à nous éloigner l'un de l'autre. À un moment donné, il est devenu plus simple de se séparer que de continuer à se faire du mal. Et maintenant, vous pourriez, demanda doucement Katia. Si vous essayez à nouveau. Je ne sais pas, ma chérie. 5 ans ont passé. Nous avons tous les deux changé, peut-être que nous sommes devenus plus sages. Mais le passé ne peut pas être récupéré. Katia partit à l'école, et Nina retourna à son ordinateur portable. Elle devait agir rapidement et très prudemment. Nina sortit un bloc-notes et commença à rédiger un plan. Tout d'abord, il lui fallait des preuves. Des preuves irréfutables que Victor et Alia étaient derrière la société fictive. Deuxièmement, elle avait besoin de soutien. Le conseil d'administration, les actionnaires, quelqu'un devait être de son côté. Troisièmement, et c'était le plus important, elle devait amener Victor et Alia à croire que leur plan fonctionnait. Elle prit son téléphone, un gadget de secours devenu inutile après l'achat d'un nouveau cette année. Elle inséra une nouvelle carte SIM qu'elle avait achetée récemment, prit son carnet et composa le numéro d'un vieil ami. Arnaud Kraloff, un détective privé, se spécialisait dans les enquêtes d'entreprise. Ils s'étaient rencontrés il y a 3 ans, lorsque Nina l'avait aidé sur une affaire liée à une fuite d'informations. À l'époque, un des programmeurs de l'entreprise avait divulgué des secrets commerciaux à des concurrents, et Arnaud enquêtait sur cette affaire. Nina lui avait donné accès au log du système, l'avait aidé à traquer une activité suspecte. Depuis, ils avaient maintenu une relation amicale. Arnaud, salut. C'est Nina Romachova. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Nina, ça fait longtemps. Tu as un nouveau numéro? La voix d'Arnaud était toujours aussi vive. Que se passe-t-il? Au ton, il comprit que c'était sérieux. Oui, nouveau numéro. C'est très sérieux. On essaie de me piéger. Détournement de 128 millions d'euros. Falsification de documents. Si je ne résous pas ça, je risque la prison. Merde, Nina. On se voit ce soir. Disons des choses convenables. C'est vraiment sérieux. On ne peut pas en discuter par téléphone. D'accord. À 20h dans le même café où nous nous sommes vus la dernière fois. Ça te va? Oui, et Nina, tiens bon, on trouvera une solution. Le prochain pas était d'étudier la société Technogros Solutions. Nina ouvrit des bases de données publiques et commença à vérifier les documents d'enregistrement. La société avait effectivement été créée 3 mois auparavant. Le directeur général était un certain Vladimir Sazonov. Nina le chercha sur les réseaux sociaux. Un homme d'environ 50 ans, d'après les photos, clairement pas un programmeur ni un spécialiste technique. Sur les photos, il posait près de voitures de luxe, dans des restaurants, sur des plages. Un mode de vie typique d'une personne qui s'était soudainement enrichie. Très probablement, il s'agissait d'un prête-nom, payé pour enregistrer la société à son nom. Elle continua à fouiller. L'adresse juridique de la société était un centre de bureau ordinaire, où l'on louait des espaces à court terme. Aucun indice d'activité réelle, aucun autre contrat, à part celui avec Horizon Numérique, pas de site web, aucune présence en ligne. Un schéma classique pour siphonner de l'argent. Nina passa plusieurs heures sur Internet à rassembler des informations. Elle découvrit que Sazonov avait eu des problèmes avec la loi dans le passé.
Une petite escroquerie, une peine avec sursis il y a 10 ans. Des gens comme ça sont idéaux pour jouer le rôle de directeur fictif. Pour une petite somme, ils sont prêts à prendre des risques. Nina arriva au bureau à 10 heures du matin. D'habitude, elle arrivait vers 9 heures, mais aujourd'hui, elle décida de prendre un peu de retard. Que Victor pense qu'elle ne se doute de rien, que la soirée d'hier s'était déroulée normalement. En montant dans l'ascenseur, Nina croisa Alia Rosanova. L'assistante du directeur avait l'air impeccable. Un costume beige, un maquillage parfait, les cheveux coiffés de manière élégante. Un collier cher brillait autour de son cou, un nouvel achat que Nina n'avait jamais vu auparavant. Alia lui sourit avec un sourire faux et tendu. Votre patron vous cherchait, il voulait clarifier quelques points sur la présentation. Vous allez le voir? Bien sûr. Je vais juste passer dans son bureau dans 5 minutes. Elles sortirent au 7e étage. Alia se dirigea vers le bureau de Victor, tandis que Nina se dirigea vers son propre bureau. Elle devait rassembler ses pensées avant de parler avec le directeur. Elle devait jouer son rôle à la perfection. Une employée dévouée, sans méfiance, entièrement concentrée sur le projet. Son bureau était petit mais accueillant. Une fenêtre panoramique avec vue sur la ville, un fauteuil confortable, 2 moniteurs sur le bureau, des diplômes, des certificats et des photos d'événements d'entreprise accrochés au mur. 15 ans de sa vie dans cette entreprise. Et tout cela pouvait s'effondrer en une semaine. Nina prit plusieurs respirations profondes pour calmer son souffle. Puis elle se leva, redressa les épaules et se dirigea vers le bureau de Victor. Alia ouvrit la porte lorsque Nina frappa. Entrez. Victor vous attend. Victor Bérésine se leva de son bureau, souriant chaleureusement. Grand, avec une carrure sportive, des tempes grisonnantes qui lui donnaient une certaine prestance. L'image parfaite d'un cadre supérieur prospère. Un costume cher, une montre suisse, une manière de se tenir confiante. 5 ans auparavant, lorsqu'il avait rejoint l'entreprise, Nina le considérait comme un excellent dirigeant. Maintenant, elle ne voyait qu'un criminel avide. Nina, entre, assieds-toi. Il lui indiqua le fauteuil en face de son bureau. J'ai besoin de discuter avec toi de quelques questions importantes. Nina s'assit. Alia resta dans le bureau, s'installant sur le canapé sur le côté, feignant de consulter des documents sur sa tablette. Je t'écoute, Victor. Victor se pencha en avant, les mains jointes sur son bureau. Dans une semaine, nous aurons la présentation, annonça-t-il, le regard déterminé. C'était l'événement le plus important pour l'entreprise depuis des années. Tout est prêt. Le produit a été testé, la version de démonstration fonctionne parfaitement. Les supports de présentation sont finalisés. J'ai personnellement vérifié chaque diapositive. 8 banques ont confirmé leur participation. Nous sommes prêts à leur montrer le meilleur produit sur le marché. Nina, assise en face de lui, soutint son regard. Tout est en ordre concernant la partie financière. Tous les sous-traitants ont été payés, il n'y a pas de retard. Elle savait que Victor cherchait à s'assurer qu'elle ne soupçonnait rien. Oui, tous les paiements ont été effectués dans les délais, poursuivit-elle. Le dernier versement a été effectué la semaine dernière. Tous les sous-traitants sont satisfaits, aucune réclamation, y compris pour Technogros Solutions. Victor prononça le nom de la société avec désinvolture, mais Nina remarqua la tension dans ses épaules. Bien sûr, le module de sécurité a été livré à temps. La qualité du travail est bonne. Nos programmeurs l'ont intégré au système principal sans problème. Elle vit une lueur de soulagement dans les yeux de Victor. Il croyait qu'elle ne se doutait de rien, qu'il avait réussi à masquer la falsification des documents. Parfait. J'ai une autre demande pour toi. Victor se pencha encore plus en avant, son ton devenant plus confidentiel.
J'ai besoin que tu prépares un rapport financier complet sur le projet, détaillant toutes les dépenses. Le conseil d'administration veut voir une image claire avant d'approuver la prochaine phase de développement, d'ici mercredi, soit un jour avant la présentation. Peux-tu le faire? Bien sûr, je m'en occuperai, répondit Nina, son cœur battant plus vite. Elle savait que ce rapport était crucial. C'est très important, Nina. Ce rapport pourrait changer beaucoup de choses. Victor se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville. Je pense à l'avenir de l'entreprise, à notre croissance après le succès de Phoenix. Je te vois dans cet avenir, à un poste très élevé. Nina se leva également, prête à partir. Merci, Victor. C'est agréable à entendre. Elle se sentait à la fois flattée et méfiante. Je ferai de mon mieux pour justifier ta confiance. En prenant son téléphone, qu'elle avait oublié lors de sa dernière visite, elle sentit le regard de Victor sur elle. Il feignait de s'intéresser aux documents sur son bureau. En sortant du bureau, elle entendit Alia rire doucement derrière elle. Elles devaient toutes deux penser qu'elle était une idiote, tombant dans le piège de la promesse d'une promotion. Dans son propre bureau, Nina laissa échapper un sourire froid. Directrice exécutive, pensa-t-elle. Victor jouait bien son rôle. D'abord, il la flattait, lui donnait de l'espoir, puis il l'utilisait. Une manipulation classique. Mais Nina savait jouer mieux. Beaucoup mieux. Ce soir-là, elle retrouva Arnaud Krotsov dans un petit café du centre de Paris. Le détective avait l'air de son habitude, jean, veste en cuir, une légère barbe de 3 jours. À peu près dans la cinquantaine, il avait une expérience dans la police, puis dans la sécurité d'une grande entreprise, et depuis 5 ans, il travaillait en indépendant. Arnaud était l'un des meilleurs dans son domaine. Raconte-moi, dit-il en prenant une gorgée de café. Au téléphone, tu as dit que c'était sérieux. Un détournement de 128 millions. Ce n'est pas une blague, répondit Nina, résumant rapidement la situation. Elle parla de la conversation qu'elle avait surprise, de la société fictive, de la falsification des documents, du plan de Victor et d'Alia. Arnaud l'écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions précises. Donc, 128 millions sur un compte fictif, résuma-t-il à la fin. Et tous les documents portent ta signature. Une signature électronique, mais légalement, c'est la même chose. Oui, mais je n'ai pas signé ces paiements. Ils ont été falsifiés. Quelqu'un a compromis mon certificat de signature électronique. Prouver cela sera difficile. Arnaud fronça les sourcils, tapotant son stylo sur son carnet. La signature électronique a une valeur légale. Si l'expertise montre qu'elle est authentique, même si elle a été falsifiée. Je sais, l'interrompit Nina. C'est pourquoi j'ai besoin d'autres preuves. Je dois établir un lien entre Victor, Alia et cette société fictive. Des flux financiers, des échanges, des témoignages, tout ce qui pourrait construire une chaîne de preuves montrant qu'ils sont les organisateurs de cette arnaque. Ça prendra du temps et coûtera de l'argent. Je vais devoir recruter des assistants, des analystes financiers, peut-être même un hacker pour examiner les traces numériques. Combien de temps et combien d'argent? J'ai 1 semaine. D'ici mercredi, je dois rassembler des preuves, et jeudi, il y a la présentation et la réunion du conseil d'administration. C'est probablement à ce moment-là qu'ils frapperont. Arnaud réfléchit, pesant ses options. 1 semaine, c'est peu. Très peu pour une affaire aussi complexe, mais essayons. Concernant l'argent, il me faut 350 000 €. Cela couvrira mes frais et ceux des assistants. D'accord. Je ferai un virement de la moitié aujourd'hui, l'autre moitié après la fin du travail. Bien. Je vais commencer par Technogro Solutions. Je vais vérifier les propriétaires, les flux financiers.
Si l'argent a été transféré ailleurs, nous le découvrirons. Je vais aussi examiner les appels téléphoniques de Victor et Alia, leur courriel, si possible. As-tu accès à la messagerie d'entreprise de Victor? Non, mais je peux essayer d'y accéder. J'ai participé à la mise en place du système de sécurité il y a quelques années. Je connais quelques failles. Parfait. Ça va beaucoup aider. J'aurai également besoin de tous les documents concernant le projet que tu as. Les ordres de paiement, les contrats, la correspondance. Tout cela, je t'enverrai sur ta messagerie sécurisée ce soir. Il y aura plusieurs gigaoctets d'informations. Ils convinrent d'une prochaine rencontre dans 3 jours et se séparèrent. En rentrant chez elle, Nina se sentit comme si elle avait fait le premier pas. Mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'un plan B, d'un plan C, et de solutions de secours au cas où quelque chose tournerait mal. À la maison, sa fille, Katia, faisait ses devoirs dans la cuisine, entourée de livres et de cahiers. Des post-it avec des formules étaient éparpillés sur la table. Sa fille se préparait pour ses examens. « Maman, tu es en retard », dit-elle en levant les yeux de ses notes. « J'ai préparé le dîner, il est dans le four. C'est du poulet avec des légumes, ton préféré. »« Merci, chérie », répondit Nina en l'embrassant sur la joue. « Comment s'est passée l'école ? » ?»« Ça va. Demain, j'ai un contrôle de maths. Je révise les intégrales. Au fait, papa a encore appelé. Il m'a demandé de te dire de l'appeler aussi. Il a dit que c'était important. » Nina se raidit. Eugène ne cherchait généralement pas à la rencontrer sans raison sérieuse. Il communiquait à peine, uniquement pour des questions concernant Katia. La dernière fois qu'ils avaient parlé, c'était il y a 1 mois, pour discuter des vacances d'été de leur fille. D'accord, je l'appellerai demain. Mais la curiosité la poussa à composer le numéro de son ex-mari 10 minutes plus tard, alors que Katia retournait à ses leçons. Eugène. Katia a dit que tu voulais parler. Nina, bonjour. La voix d'Eugène était étrangement sérieuse, presque tendue. J'ai besoin de te voir. C'est urgent et ça concerne ton travail. Mon travail ? Nina fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? Quel rapport ma carrière a-t-elle avec toi ? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Je peux venir demain après-midi. Je prendrai le premier vol. Eugène, que se passe-t-il ? Tu me fais peur. Je te raconterai tout demain. Fais-moi confiance, c'est important. Cela pourrait concerner ta liberté. Ces derniers mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Sa liberté. Eugène savait quelque chose. Mais d'où cela pouvait-il venir ? Très bien. Demain à 1h au restaurant Les Saisons. Tu te souviens ? Celui où nous allions avant. Je me souviens. À demain, Nina. Prends soin de toi. La conversation se termina, laissant Nina perplexe et inquiète. Quel rapport Eugène pouvait-il avoir avec son travail ? Il n'avait pas eu de contact professionnel depuis longtemps. Ces entreprises opéraient dans des domaines totalement différents, logistique, commerce, immobilier. Rien à voir avec l'industrie informatique. Ou peut-être qu'elle ignorait quelque chose. Nina se coucha tard, luttant avec les documents jusqu'à 2h du matin. Elle préparait le rapport financier que Victor avait demandé, mais elle le faisait d'une manière particulière. Le rapport contenait toutes les données, y compris les paiements à la société fictive. Nina le structura de telle sorte qu'à première vue, il semblait qu'elle avait effectivement supervisé ces transactions. Mais un examen minutieux révélerait des incohérences, des dates qui ne correspondaient pas à son emploi du temps, des détails de paiement qu'elle ne pouvait pas connaître, de petites nuances techniques. C'était un équilibre délicat. D'un côté, Victor devait croire que le rapport soutenait sa version.
De l'autre, Nina devait laisser des indices pour sa défense. Elle intégra dans le document de petites incohérences qui deviendraient évidentes lors d'une vérification professionnelle. Le lendemain matin, mardi, elle se réveilla avec la sensation que le temps lui échappait. Il ne restait que 5 jours avant la présentation. Nina arriva au bureau à 8 heures, 1 heure plus tôt que d'habitude. Elle avait besoin de faire quelque chose avant que quiconque n'arrive. Elle entra dans son bureau, ferma la porte et ouvrit son ordinateur portable. Le réseau de l'entreprise était bien protégé, mais Nina connaissait le système de l'intérieur. Elle avait participé à l'élaboration des protocoles de sécurité 3 ans auparavant et connaissait une petite vulnérabilité que personne ne soupçonnait. C'était une habitude du principal programmeur, qui laissait toujours une porte dérobée pour un accès rapide en cas de situation critique. Nina savait où chercher. 20 minutes plus tard, elle avait accès aux sauvegardes des courriels de Victor. Techniquement, c'était une violation, un piratage, un crime, mais à ce moment-là, elle se souciait peu des règles, seule sa survie comptait. Quand on risque la prison pour un crime qu'on n'a pas commis, les frontières morales s'estompent. Elle commença à parcourir les courriels des 3 derniers mois, utilisant des mots-clés, Technogru, Sazonov, Alia, argent, compte, transfert, offshore. Les premières heures ne donnèrent rien. Victor était prudent. Dans sa messagerie officielle, rien de compromettant. Tous les courriels liés à Technogru Solutions semblaient parfaitement légitimes, discussions sur les exigences techniques, les délais, les paiements. Rien de suspect. Puis, Nina trouva quelque chose d'intéressant. Un courriel envoyé 1 mois auparavant à un certain Grégoire Lapin. L'adresse n'était pas professionnelle, mais un Gmail personnel. Le sujet du courriel était une consultation. Grégoire, j'ai besoin de ton aide pour créer une structure offshore. Il s'agit d'une somme importante. Une totale confidentialité et rapidité sont requises. Discutons des détails lors de notre rencontre. Je suis prêt à bien payer pour tes services et ton silence. Nina chercha rapidement le nom de Grégoire Lapin sur Internet. Ce consultant financier était spécialisé dans les transactions internationales et l'optimisation fiscale. Sa réputation était douteuse. Son nom avait été mentionné plusieurs fois dans des enquêtes sur le blanchiment d'argent, mais formellement, il restait propre. Il savait travailler dans une zone grise, jonglant entre le légal et l'illégal. C'était un fil, fin, mais c'était une piste qui reliait Victor à des schémas offshore. Nina poursuivit sa recherche et trouva d'autres courriels. La correspondance avec Lapin se faisait via une messagerie personnelle, pas professionnelle. Victor était prudent, mais il laissait tout de même des traces numériques. Nina prit des captures d'écran de la correspondance, les sauvegarda sur une clé USB sécurisée et envoya des copies à Arnaud sur sa boîte mail cryptée. Ensuite, elle effaça soigneusement toutes les traces de sa présence dans le système, nettoya les journaux, balaya les traces numériques. Si quelqu'un vérifiait, il ne trouverait aucune preuve de piratage. À midi, Eugène l'appela. « Nina, je suis en ville. Pouvons-nous nous rencontrer maintenant? J'ai un déjeuner dans une demi-heure. » Parfait. Retrouvons-nous au restaurant Les Saisons, près du parc, comme convenu. D'accord. J'arriverai dans 40 minutes. Nina prit son sac, informa sa secrétaire qu'elle sortait pour un déjeuner d'affaires et se dirigea vers la rencontre. En chemin, elle réfléchissait à ce qu'Eugène pouvait savoir et pourquoi il était si inquiet. Le restaurant Les Saisons se trouvait à 10 minutes de route du bureau. C'était leur endroit préféré des années auparavant, lorsqu'ils étaient encore mariés. C'est ici qu'Eugène lui avait fait sa demande il y a 20 ans. Ils y avaient célébré leurs anniversaires de mariage. Et c'est là, à cette même table près de la fenêtre, qu'ils avaient dîné ensemble pour la dernière fois avant leur divorce. Eugène l'attendait déjà. Il n'avait presque pas changé en 5 ans. Toujours ses yeux gris attentifs, cette posture assurée.
Juste un peu plus de cheveux gris et quelques rides autour des yeux. Bonjour, Nina, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Tu m'as intriguée et un peu effrayée, pour être honnête. Nina, je ne vais pas tourner autour du pot. Eugène se pencha en avant, baissant la voix. Je sais qu'il se passe quelque chose de bizarre dans ta société. Et je sais que cela te concerne directement. Le cœur de Nina se serra, mais elle conserva son calme extérieur. D'où sais-tu cela? Je suis actionnaire de Digital Horizon, répondit Eugène calmement. Pas directement, mais à travers plusieurs autres sociétés. Environ 12% des actions. Je les ai achetées il y a 4 ans, lorsque l'entreprise a commencé à croître rapidement. Nina resta figée, incrédule. 12%. Cela faisait d'Eugène l'un des plus grands actionnaires de l'entreprise où elle avait travaillé pendant 15 ans. L'un des décideurs stratégiques. Et elle ne le savait pas. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Sa voix tremblait. Pourquoi avoir caché cela? Parce que je ne voulais pas que notre relation personnelle, ou plutôt son absence, influence ton travail. Eugène la regarda dans les yeux. Après notre divorce, je voulais être sûr que tu réussisses par tes propres moyens, sans mon intervention. J'ai acheté des actions comme investissement, mais aussi parce que je voulais faire partie de ta vie, même de manière indirecte. C'était une façon de rester proche, de suivre tes succès, d'en être fier de loin. Nina sentit une boule se former dans sa gorge. Eugène l'avait observé toutes ces années. Il avait été là, mais sans se montrer. Mais ces 6 derniers mois, j'ai commencé à remarquer des anomalies dans les rapports financiers de l'entreprise, poursuivit Eugène. Des dépenses trop élevées pour certains projets, des sous-traitants suspects, des transactions opaques. J'ai engagé des auditeurs pour effectuer un contrôle non officiel. Ils ont travaillé discrètement, personne dans l'entreprise ne le savait, et ils ont trouvé une piste menant à toi. Des paiements fictifs, des documents falsifiés. Tout indiquait que tu étais l'organisatrice du schéma. Eugène, ce n'est pas moi. Nina le regarda avec douleur. Victor et Alia me piègent. Ils ont créé une société fictive, détourné 128 millions et tous les documents sont à mon nom. J'ai accidentellement entendu leur conversation il y a quelques jours, lorsqu'ils discutaient de leur plan. Eugène l'observa attentivement, scrutant chaque trait de son visage, chaque émotion. Puis il hocha lentement la tête. Je te crois. Je t'ai toujours cru. C'est pourquoi je suis ici. Mes auditeurs ont également trouvé de nombreuses incohérences. Les dates, les signatures, les détails des transactions. Tout indique une falsification. Trop d'erreurs mineures qu'un professionnel ne ferait pas, mais prouver cela officiellement sera difficile. Victor a bien caché son jeu, il a créé une image convaincante de ta culpabilité. Je sais, acquiesça Nina. J'ai déjà commencé à rassembler des preuves. J'ai engagé un détective privé, j'ai eu accès à la correspondance de Victor. Il y a des pistes. Un lien avec un consultant financier spécialisé dans les schémas offshore. La piste mène aux îles Caïmans. Combien de temps as-tu? Jusqu'à jeudi. Lors de la réunion du conseil d'administration après la présentation, il prévoit d'annoncer le détournement. De m'accuser publiquement, d'appeler la police, de détruire ma vie. Alors nous devons agir vite. Eugène sortit une tablette de son sac. J'ai un plan. Et des ressources pour le mettre en œuvre. Le plan d'Eugène était audacieux, mais logique. En tant qu'actionnaire majoritaire, il avait le droit de convoquer une assemblée extraordinaire du conseil d'administration et d'exiger un audit indépendant. Mais agir trop tôt était risqué. Victor pourrait détruire des preuves ou accélérer ses actions, frapper avant le moment prévu. Nous devons attendre la présentation, expliqua Eugène en montrant un schéma sur sa tablette.
Une fois le projet présenté, lorsque l'intérêt des investisseurs atteindra son maximum, Victor essaiera de t'accuser. C'est le moment idéal. Le projet sera un succès, tout le monde sera satisfait. Et là, il s'avérera que l'argent a été volé. Un maximum d'impact, un maximum d'attention. Mais d'ici là, nous devons avoir des preuves irréfutables de sa culpabilité. Et moi, en tant qu'actionnaire majeur, je prendrai la parole. Nina observait le restaurant animé, assise à une table près de la fenêtre. Les lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse, mais son cœur était lourd. Elle n'avait pas vu Eugène depuis leur divorce, et la dernière fois qu'ils s'étaient parlé, c'était dans un contexte tendu. 5 ans s'étaient écoulés, mais les souvenirs de leur séparation restaient vifs. Ils s'étaient rencontrés pour discuter d'une situation bien plus grave que leurs différends passés. « Je suis content que tu aies accepté de me rencontrer », commença Eugène, prenant place en face d'elle. Son regard était sérieux, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Je n'avais pas vraiment le choix », répondit Nina, en jouant nerveusement avec sa serviette. « Victor a monté un plan pour me faire porter le chapeau. »« Je sais », acquiesça Eugène. « Il a bien caché son jeu. Il a créé une image convaincante de ta culpabilité. J'ai déjà commencé à rassembler des preuves. J'ai engagé un détective privé, et j'ai eu accès à la correspondance de Victor. Il y a des pistes. Un lien avec un consultant financier spécialisé dans les schémas offshore. La piste mène aux îles Caïmans. Eugène se pencha en avant, l'air préoccupé. « Combien de temps as-tu ? » « Alors nous devons agir vite, » dit Eugène, sortant une tablette de son sac. « J'ai un plan. Et des ressources pour le mettre en œuvre. » Nina regarda Eugène, sentant une vague d'émotion l'envahir. 5 ans de silence, de rancœur, et pourtant, ici, ils formaient une équipe. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne m'attendais pas à ta solidarité. Honnêtement, je pensais que tu serais content de mes problèmes. » Eugène lui prit la main, son regard sincère. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Même après notre divorce, même quand j'étais en colère. Tu es la mère de notre fille. Tu es quelqu'un que j'ai aimé profondément. Et si je suis honnête, je t'aime encore. » Nina sentit une larme perler au coin de son œil, mais elle la chassa rapidement. « Nous sommes les parents de Katia, » continua Eugène. « Peu importe ce qui s'est passé entre nous, je ne peux pas laisser la mère de ma fille aller en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Cela détruirait Katia. Elle a besoin de toi. » Leur regard se croisa, et dans ce silence, il y avait plus de compréhension et de proximité que durant leurs années de mariage. Ils discutèrent des détails du plan. Eugène promit d'impliquer ses auditeurs pour mener une enquête parallèle sur les flux financiers. Il contacta également d'autres grands actionnaires de l'entreprise pour préparer le terrain pour un éventuel affrontement avec Victor. « J'ai des liens avec 3 autres grands actionnaires, » dit Eugène en prenant des notes sur sa tablette. « Ensemble, nous contrôlons environ 30% des voix. Ce n'est pas la majorité, mais suffisant pour bloquer les décisions de Victor. Je vais essayer de les convaincre de ta non-culpabilité. Et si je n'y arrive pas, j'aurai des preuves. Ton détective travaille d'un côté, mes auditeurs de l'autre. Nous entourerons Victor de toutes parts, et il n'aura nulle part où fuir. » De retour au bureau après le déjeuner, Nina ressentit un regain d'énergie. Elle n'était plus seule. Elle avait d'un puissant allié, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Quelqu'un qui l'aimait encore, malgré toutes les blessures du passé. Les 2 jours suivants furent consacrés à un travail intensif. Nina préparait sa présentation, peaufinant chaque diapositive, chaque formulation. En même temps, elle coordonnait les actions avec Arnaud et Eugène. Le détective avait envoyé les premiers résultats de son enquête, et ils étaient prometteurs. Arnaud avait trouvé des informations cruciales.
La société Technogro Solutions avait transféré des fonds vers les comptes de 3 entreprises offshore enregistrées aux îles Caïmans. L'une de ces entreprises, Vent d'Investissement, appartenait aux frères Dalla Rosanova. C'est la première preuve tangible de la connexion, annonça Arnaud lors de leur rencontre dans un café. Cela relie Alla au détournement. Que d'autres, demanda Nina, prenant des notes. J'ai vérifié les appels téléphoniques de Victor Beresquin au cours des 3 derniers mois. Il a régulièrement contacté Grigory Lapine, le consultant financier dont tu m'as parlé. 42 appels en 3 mois, certains durant 30 à 40 minutes. Ce ne sont pas des conversations aléatoires, c'est de la planification. Pouvons-nous savoir ce qui a été dit? Non, il n'y a pas d'enregistrement, mais le fait qu'il ait des contacts fréquents avec un expert en offshore est déjà suspect. Arnaud ajouta une autre information intéressante. Une semaine avant la création de Technogro Solutions, Victor a rencontré Vladimir Sazonov, le directeur formel de cette société fictive. La rencontre a eu lieu au restaurant Impérial le 15 mars au soir. J'ai des témoignages d'un serveur qui les a servis. Il s'en souvient parce que Victor a laissé un pourboire énorme, 5 000 € pour un dîner de 3 000. Pouvons-nous faire témoigner ce serveur? Il est prêt à témoigner si besoin, contre une petite rémunération, bien sûr. 10 000 € et il signera une déclaration écrite. D'accord. Fais-lui le virement, qu'il prépare sa déclaration. Nina acquiesça, notant les détails. Le tableau se dessinait de plus en plus clairement. Victor avait rencontré un directeur fictif avant la création de l'entreprise. Victor avait consulté un expert en offshore. L'argent avait été transféré vers des entreprises offshore liées à Alla. La chaîne de preuves se construisait, maillon par maillon. Une autre chose importante, ajouta Arnaud. J'ai vérifié les comptes bancaires d'Alla Rosanova. Au cours des 2 derniers mois, elle a effectué plusieurs achats importants. Une nouvelle voiture à 3 millions d'euros, un appartement dans un quartier huppé à 10 millions, des bijoux pour un demi-million. D'où vient cet argent? Son salaire officiel est de 120 000 € par mois. Même en économisant pendant 10 ans, elle ne pourrait pas se permettre de telles dépenses. C'est aussi un bon indice. Cela montre qu'elle a déjà commencé à dépenser de l'argent volé. Je vais rédiger un rapport détaillé avec toutes les preuves. Il sera prêt demain soir. Tu pourras le présenter lors de la réunion du conseil d'administration. Nina se sentait prête à jouer sa dernière carte. Le mercredi soir, elle remit à Victor le rapport financier qu'il avait demandé. Elle apporta personnellement le dossier épais de documents dans son bureau. Victor était assis à son bureau, et Alla se tenait à ses côtés, lui montrant quelque chose sur sa tablette. « Ah, Nina, dit Victor en levant les yeux, un sourire sur le visage. Le rapport est prêt? Oui, tout est ici, répondit-elle en posant le dossier sur la table. Une répartition détaillée de toutes les dépenses du projet avec des dates, des montants et des justifications. Victor ouvrit le dossier et commença à feuilleter les pages. Alla regardait par-dessus son épaule. Nina observait leur réaction, notant leur attention. Excellent, finit par dire Victor en fermant le dossier. Tout est très détaillé. Juste ce qu'il faut pour le conseil d'administration. Merci, Nina. Excellent travail. Je vous en prie. Si vous avez besoin de précision, je suis toujours à votre disposition. Pas besoin. Tout est clair. Victor hocha la tête avec satisfaction. Demain est un grand jour. Présentation à 14 h, puis réunion du conseil d'administration à 17 h. Tout ira bien, Nina. Aie confiance en toi. Merci, Victor. Je suis sûre que tout se passera bien. En sortant de son bureau, Nina entendit Alla murmurer derrière elle. Elle ne se doute de rien. Victor acquiesça d'un hochement de tête.
Nina laissa échapper un léger sourire en marchant dans le couloir. Oui, demain serait un grand jour, mais pas du tout comme ceux que Victor Bereskin et Alla Rosanova avaient prévus. Demain, leur monde s'effondrerait, et sa vie aurait une seconde chance. Le soir, Nina rassembla tous les documents préparés par Arnaud et l'auditeur Eugène. Un dossier épais de preuves, une clé USB avec des copies électroniques, des témoignages enregistrés. Tout cela était soigneusement organisé et prêt à être présenté. Elle répétait son discours, réfléchissant à chaque mot, chaque argument. Katia remarqua que sa mère était tendue. « Maman, ça va ?» demanda la jeune fille pendant le dîner. « Tu es un peu étrange ces derniers jours. Nerveuse, pensive. Quelque chose ne va pas ? » « Juste beaucoup de travail, ma chérie », répondit Nina en caressant les cheveux de sa fille. « Demain, c'est une présentation importante, après tout, tout ira mieux. Tu verras, tout ira bien. Papa a appelé aujourd'hui, il m'a dit de te dire qu'il croit en toi. Maman, vous ne pourrez vraiment pas être ensemble à nouveau ? Nina réfléchit à la question de sa fille. Pourrait-il, Eugène et elle, essayer à nouveau après toutes ces années, après la douleur du divorce, après un long silence ? Je ne sais pas, Katia. La vie est imprévisible. Parfois, elle offre une seconde chance à ceux qui sont prêts à la saisir. Mais sommes-nous prêts ? C'est une grande question. Cette nuit-là, Nina dormit à peine. Différents scénarios pour le lendemain tourbillonnaient dans sa tête. La présentation devait être parfaite. C'était crucial pour la réputation de l'entreprise et du projet. Mais l'événement principal se déroulerait lors de la réunion du conseil d'administration. Tout se déciderait là. Jeudi matin, Nina se leva tôt. Elle prit une douche contrastée, enfila un costume sombre et regarda son reflet dans le miroir. À 42 ans, des mèches grisonnantes commençaient à apparaître à ses tempes, qu'elle teintait régulièrement, et de légères rides se dessinaient au coin de ses yeux. Mais son regard était ferme, déterminé. Elle était prête pour le combat le plus important de sa vie. La présentation commença à 14 heures précises. Dans la grande salle de conférence au premier étage, des représentants des 8 plus grandes banques du pays, plusieurs investisseurs en capital risque, le conseil d'administration de l'entreprise et des journalistes de publications spécialisées étaient présents. L'atmosphère était à la fois solennelle et tendue, chacun comprenant l'importance de cet événement. Victor Bereskin ouvrit la séance, prononçant un discours d'introduction sur les réalisations de l'entreprise et les perspectives du nouveau projet. Il parlait avec assurance, charisme, comme un véritable leader. Nina l'observait, songeant à la facilité avec laquelle le charisme pouvait dissimuler une nature criminelle. Puis, c'était son tour. Elle s'approcha du pupitre et, un instant, ressentit une montée d'angoisse, mais en regardant dans la salle, voyant les visages attentifs des auditeurs, l'angoisse disparut. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que son produit était exceptionnel. Elle parla du logiciel Phoenix, de ses possibilités uniques, de ses caractéristiques techniques, de ses avantages par rapport à la concurrence. Sa voix résonnait avec assurance, la présentation était impeccable. La version de démonstration fonctionnait parfaitement, suscitant des hochements d'approbation dans la salle. Phoenix n'est pas simplement un logiciel pour les opérations bancaires, expliquait Nina en passant d'une diapositive à l'autre. C'est un système complexe qui allie sécurité, rapidité et commodité. Notre produit peut traiter des millions de transactions par seconde tout en garantissant une protection maximale contre les cyberattaques. Nous avons utilisé les derniers algorithmes de cryptage, une authentification multiniveau, et de l'intelligence artificielle pour détecter les opérations suspectes. Les représentants des banques posaient des questions, auxquelles Nina répondait avec clarté et professionnalisme. Elle sentait qu'elle convainquait son auditoire. Le projet était vraiment le fruit de nombreuses années de travail d'une équipe de professionnels.
Lorsque la présentation se termina, la salle éclata en applaudissements. Les représentants des banques s'approchaient de Nina, la félicitant, posant des questions supplémentaires, discutant des conditions des contrats. L'atmosphère était favorable. Le succès était évident. Victor rayonnait. Il s'approcha de Nina lorsque la plupart des invités se dispersèrent pour un café. Excellent travail, Nina. Présentation brillante. Tu as dépassé toutes les attentes. Je suis fier de toi. Merci, Victor. Je suis heureuse que tout se soit bien passé. On se voit à la réunion du conseil d'administration à 5 heures. Il lui tapota l'épaule amicalement, avec une confiance feinte. Là, nous discuterons de ta promotion. Je suis sérieux, Nina. Après un tel succès, tu mérites plus. Quelle ironie. Nina savait que dans quelques heures, Victor ne comptait pas lui offrir une promotion, mais l'accuser de détournement de 128 millions d'euros, détruire sa vie, l'envoyer en prison, s'approprier les résultats de son travail. Mais elle était prête. Plus que prête. À 5 heures de l'après-midi, les membres du conseil d'administration commencèrent à se rassembler dans la grande salle de conférence au 8e étage. C'était une salle spacieuse avec des fenêtres panoramiques, une longue table en bois sombre, des fauteuils en cuir. Sur les murs, des portraits des fondateurs de l'entreprise, des diplômes et des récompenses. Nina reconnaissait beaucoup de visages, des personnes avec qui elle avait travaillé pendant des années. Anatole Tretjakov, le président du conseil d'administration, un homme sage et juste. Elena Kurtkova, la directrice financière, stricte mais honnête. Oleg Dubinin, le directeur technique, un vieil ami de Nina. Mais il y avait aussi de nouveaux visages. Parmi eux, Eugène, qui entra parmi les derniers, en costume sombre avec une mallette à la main. Il fit un léger signe de tête à Nina, et elle vit dans ses yeux du soutien et de la confiance. Victor Bereskin prit place au bout de la table. Alla Rosanova s'installa à ses côtés, disposant devant elle des dossiers. Un sourire à peine contenu jouait sur le visage d'Alla. Elle anticipait le triomphe. Nina s'assit en face, posant son porte-documents sur ses genoux. À l'intérieur se trouvait le dossier épais de preuves. Son cœur battait calmement. Ses gestes étaient assurés. Elle était prête pour le combat. « Messieurs, commençons », annonça Victor. Aujourd'hui, nous avons eu une présentation réussie du projet Phoenix. Les représentants des banques ont montré un grand intérêt, et nous pouvons espérer des contrats d'une valeur totale de 500 millions d'euros pour la première année. C'est un énorme succès pour notre entreprise. Une percée vers un nouveau niveau. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Les membres du conseil d'administration souriaient, hochaient la tête. L'atmosphère était festive. Victor continua, cependant, il y a des questions que nous devons aborder aujourd'hui. Des questions sérieuses concernant la discipline financière et le contrôle des dépenses. Des questions qui pourraient ternir notre joie face au succès du projet. L'atmosphère dans la salle changea instantanément. Tous se tendirent, les sourires s'effacèrent. Ils attendaient la suite, sentant qu'un moment crucial allait se produire. Alla, montre le rapport financier du projet, ordonna Victor. Alla acquiesça et alluma le projecteur. Un tableau avec des chiffres apparut sur le grand écran. Elle se leva, prit un pointeur laser et commença à expliquer la structure des dépenses. Elle parlait avec assurance, professionnalisme, menant progressivement la conversation vers un moment critique. Faites attention à cette ligne, indiqua Alla avec le laser. Paiement à la société Technogroup Solutions pour le développement du module de sécurité. Montant, 127 800 000 euros. C'est le plus gros paiement aux sous-traitants dans le cadre du projet. C'est une somme très élevée pour un seul module, remarqua Anatole, un homme âgé aux lunettes, président du conseil d'administration.
Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est si cher? Bien sûr, Anatole, répondit Alla avec un sourire aimable, et dans ce sourire, Nina perçut de la fausse sympathie et du malice. Cette entreprise a été choisie par notre directrice adjointe, Nina Romachova. Tous les documents sont signés par elle, tous les paiements ont été approuvés par ses soins. Elle a personnellement supervisé cet aspect du projet. Tous les regards se tournèrent vers Nina. Elle gardait son calme, même si tout en elle était tendu. Le jeu avait commencé. Oui, c'est vrai, confirma Nina d'une voix calme. J'ai supervisé la partie financière du projet. C'est dans mes attributions. Le problème, intervint Victor en se penchant en avant, sa voix devenant dure et accusatrice, c'est que la société Technogros Solutions n'a réalisé aucun travail réel. Le module de sécurité a été développé par notre équipe interne de programmeurs, et l'argent transféré à cette société fictive a disparu dans des offshore. Nous sommes face à un détournement de fonds de l'entreprise d'un montant de presque 128 millions d'euros. Des murmures d'indignation s'élevèrent. Les membres du conseil d'administration commencèrent à parler en même temps, exigeant des explications, exigeant des preuves. Nina sentait des dizaines de regards accusateurs se poser sur elle. C'est un détournement organisé, poursuivit Victor, élevant la voix pour couvrir le bruit. Et toutes les preuves mènent à Nina Romachova. C'est elle qui a organisé le schéma, c'est elle qui a détourné l'argent. Elle a trahi l'entreprise qui lui a fait confiance pendant 15 ans. C'est absurde, répondit calmement Nina. Victor, tu m'accuses d'un crime sans preuve réelle. J'ai des preuves, affirma Victor en hochant la tête vers Alla, qui commença à distribuer des dossiers aux membres du conseil. Voici un ordre de paiement avec la signature électronique de Nina Romachova. Voici le contrat avec Technogros Solutions, également signé par elle. Voici la correspondance dans laquelle elle donne l'ordre de transfert des fonds. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux